y a un problème déjà peut-être dans le diagnostic et dans la prise en charge après. Forcément, pour qu'il y ait autant de douleurs résiduelles, c'est pas normal, c'est des chiffres qui sont anormaux par rapport à ce qu'on sait faire dans d'autres pathologies. Justement, moi j'ai lu un papier là-dessus, c'est un papier de Neil qui est paru en 2019, où en gros, la faiblesse des fessiers n'est pas un facteur de risque de développement de SFP. Par contre, la faiblesse du quadri, oui. Et c'est vrai que le valgus dynamique, c'est quelque chose qui est très... Enfin, je sais pas, c'est un peu le grand méchant loup. Sur tout le corps, tout ce qui n'a pas de contrôle, c'est problématique. Parce que ça veut dire que tu vas dans une angulation, tu sais pas te situer, ton cerveau il sait pas où t'es, et du coup il est pas capable de créer de la force et de la stabilité. Regardez tous les sportifs, que ce soit en NBA ou au foot ou peu importe, il y a plein de valgus dynamiques qui permettent la performance. Je parle de vase communicant en fait. Pour moi c'est ça. C'est mon patient, il est en face de moi, possiblement il a les 4 problèmes, et en fonction de mon anamnèse, de mon bilan, il va y avoir des vases qui vont être plus ou moins remplis. Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis ravi d'accueillir JP et Simon pour cet épisode particulier où on va parler de la pathologie qui fait peur à tous les kinés. Parce que les croisés. Chiant. Pas les croisés. Ah. Parce que c'est la chiant. pubalgie. Ça c'est toi, ça te fait peur à toi. Ah ouais, moi ça me file des boutons ça. Pathologie qui est un peu complexe à comprendre et on va essayer de la simplifier sans la dénaturer évidemment. Et en fait, on fait toujours un petit peu la même chose et on n'a pas vraiment de raisonnement autour. C'est le syndrome fémoro-patellaire. Pathologie un peu chiante, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a quelqu'un à ma gauche qui en a eu beaucoup dans ses patients. Simon, est-ce que tu pourrais nous faire un mini cours sur le syndrome fémoro-patellaire ? Alors déjà, c'est une pathologie qui est relativement fréquente chez les sportifs. Clairement. Il y avait un papier qui montrait que jusqu'à 40% des sportifs allaient souffrir d'un syndrome fémoro-patellaire. Tout sport confondu ? Curling. Juste curling. Ouais, juste curling. Ok. Et c'était, bien sûr, c'est dépendant des papiers, mais ça pouvait aller jusqu'à 40%. Donc c'est quand même assez important. Non, mais ce qui est intéressant, déjà là, c'est que tu peux avoir des sports de contact, tu peux avoir des sports juste, voilà, sans course à pied, sans. Bien sûr. Ça, même chez les pratiquants de musculation, tu peux avoir ce type de douleurs qui peuvent survenir au CrossFit aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est très très large c'est une pathologie qui va toucher énormément de pratiquants différents. Et chose encore plus marquante pour moi sur le SFP, c'était le pourcentage de douleurs résiduelles entre 5 et 8 ans après le diagnostic. On était de l'ordre de 20 ou 30, même peut-être 40%. Enfin, ça me paraissait vraiment monstrueux. Déjà 20% de douleurs résiduelles à 5 à 8 ans, je trouve ça beaucoup. Si c'est 40, c'est encore pire. Mais vraiment, c'était un chiffre ça m'avait marqué, tu vois. Et donc, je pense que il y a un problème déjà peut-être dans le diagnostic et dans la prise en charge après. Forcément, pour qu'il y ait autant de douleurs résiduelles, c'est pas normal. C'est des chiffres qui sont vraiment anormaux par rapport à ce qu'on sait faire dans d'autres pathologies. C'est aberrant. Aberrant. Mais déjà, est-ce qu'on peut bien le diagnostiquer ? Alors, en fait, le syndrome fémoro-patellaire, on va l'appeler SFP pendant la suite du podcast, ça on ira plus vite, ça nous fera économiser au moins 3 minutes, je pense. Donc, le SFP, c'est un diagnostic d'exclusion. Okay, ça veut dire que ça ne doit être aucune autre pathologie antérieure du genou, parce que le syndrome fémoro-patellaire, SFP, ça se décrit par une douleur antérieure, déjà, qui est située autour de la rotule. Donc ça, c'est un des premiers critères. Deuxième critère, c'est que la douleur, elle doit être augmentée par une mise en contrainte donc de l'articulation fémoro-tibiale. Non. Fémoro-patellaire, pardon, excusez-moi. Bon, du coup, en vrai, si tu mets la fémoro-patellaire en contrainte, tu mets la fémoro-tibiale. Voilà, oui, aussi, bon, voilà, normalement. Sauf si tu fais des ischios. Voilà, bon, bref. Petite blague d'amateur de genoux. Et le troisième critère pour inclure du coup un syndrome fémoro-patellaire, c'est que aucune autre pathologie ne doit être provocatrice des douleurs, y compris toutes les pathologies d'arthrose fémoro-tibiale qui peuvent provoquer des douleurs par irradiation au niveau antérieur. C'est ça, c'est donc, si on a mal ailleurs,
c'est pas un syndrome fémoro-patellaire en tant que tel. Exactement. Genre Exactement. une douleur postérieure, c'est pas un syndrome C'est fémoro-patellaire. pas un syndrome fémoro-patellaire. Une tendinopathie quadricipitale, c'est pas un syndrome fémoro-patellaire. C'est pas un syndrome fémoro-patellaire Une parce cervicalgie, c'est pas un syndrome. que c'est la Tu peux tendinopathie. irradier parfois. C'est vrai. La tendinopathie, en effet, ça peut être assez proche et parfois confondu. Il peut y avoir une erreur de diagnostic, surtout sur les tendinopathies quadricipitales, où on est vraiment juste au-dessus de la rotule. Mais en fait, le diagnostic de la tendinopathie quadricipitale, il doit se faire par douleur à la palpation, douleur à l'étirement, douleur à la contraction au niveau du quadriceps, une anamnèse qui va nous orienter dans cette direction-là. Et du coup, on va pouvoir inclure tout de suite cette tendinopathie quadricipitale, ce qui va faire que ça sera pas un SFP. Okay. Si par contre, il y a un truc qui est pas logique sur cette douleur-là, on n'a pas de douleur peut-être à la palpation ni à l'étirement, mais uniquement à la contraction, ok, bah là, dans ce cas-là, on a une mise en contrainte de l'articulation fémoro-patellaire, pardon, et c'est pas les autres pathologies. Du coup, je vais pouvoir inclure mon SFP. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est que ce diagnostic du SFP, il demande d'avoir une bonne quand même connaissance des autres pathologies antérieures du genou. Premièrement. Deuxièmement, il y a un avis d'expert qui est assez intéressant, même si c'est un niveau de preuve qui est relativement faible entre guillemets par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la recherche scientifique. Je trouve ça ultra pertinent. Et en fait, il sous-classifiait le syndrome fémoro-patellaire en 4 profils différents. Premier profil, ça allait être les personnes qui étaient sous forme qui faisaient de l'overuse. En gros, c'est vraiment, on est sur un problème de gestion de la charge mécanique. Et tout ça, on va pouvoir le déceler lors de l'anamnèse. Donc vraiment, l'anamnèse, c'est ultra important sur les pathologies non traumatiques du genou. Il va falloir pousser le patient dans ses retranchements, aller lui poser énormément de questions sur qu'est-ce qu'il fait comme pratique sportive, est-ce qu'il a changé des choses dans sa pratique sportive. Souvent, il va nous dire tout de suite non. Et en poussant, parfois, il va nous dire « Ah, mais en fait, en même temps que le foot, j'ai commencé à courir 3 fois par semaine. » Bon, ok, donc là, on sait qu'il y a un facteur de risque d'augmenter les blessures. Donc on a cette première catégorie, overuse, dont le traitement principal, enfin l'orientation de notre traitement, ça va être l'éducation thérapeutique et la remise en charge progressive des activités. Ouais, gestion de la charge, comme c'est ça Exactement. qui a posé problème. Exactement. Deuxième catégorie, ça va être un déficit de force. Déficit de force qui va être retrouvé au niveau du quadri ou au niveau des fessiers, et sans avoir d'histoire d'overuse dans l'anamnèse en fait. Donc il est classifié dans cette catégorie-là. Est-ce que cette excuse-moi, je te coupe, est-ce que cette perte de force c'est la cause ou c'est la Alors, conséquence? Justement, moi j'ai lu un papier là-dessus, c'est un papier de Neil qui est paru en 2019, où en gros, la faiblesse des fessiers n'est pas un facteur de risque de développement de SFP. Par contre, la faiblesse du quadri, oui. Okay. Mais effectivement, il y a une faiblesse des fessiers qui est diagnostiquée lorsque tu diagnostiques le SFP. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas un facteur de risque, mais c'est un facteur qui est concomitant. Donc peut-être que la douleur produit un déficit d'activation des fessiers et une faiblesse, etc. Mais c'est pas la faiblesse des fessiers qui te prédispose à avoir une douleur, enfin un SFP, au niveau du genou. Par contre, la faiblesse du quadri, oui, ils ont décelé en tant que vraiment facteur de risque. Parce qu'après c'est Le fou la poule. c'est ça. Comme toujours, hein, de toute façon. Exactement. Après, les fessiers, pour moi, dans la rééducation des genoux, ça va être intéressant pour améliorer la stabilité pelvienne, si vraiment il y a un déficit qui est observable sur des répétitions de saut, par exemple, et pour faire de la modification de symptômes au niveau du genou, qui va nous permettre de débuter notre rééducation, de débuter le renforcement musculaire, peut-être de diminuer les symptômes immédiatement. Dans tous les cas, ce sera intéressant de le renforcer. Voilà, c'est ça. Bah, ce qui est intéressant, tu parles de modification de symptômes. On se rend compte que des fois, tu actives juste les fessiers du patient en iso, genre abducteur de hanche ou rotateur externe, tu leur fais faire le mouvement qui lui fait mal, il a moins mal, tu vois. Ouais, mais c'est... Et ça, C'est pour ça que est-ce que on renforce nos patients ou pas? voilà, tu peux Bonne difficilement expliquer ce qui se passe. Par contre, tu sais que tu as un truc qui fait que ton marqueur de douleur diminue. Donc ça, tu peux pas t'en priver. Tu vois. Quand tu as un truc comme ça, bah franchement, faut l'utiliser. Clairement. Donc, deuxième catégorie sur le déficit de force. Et là, c'était assez... il n'y avait pas vraiment de cut-off, il n'y avait pas vraiment d'évaluation qui était donnée dans l'étude. Parce que il y a pas de norme entre guillemets pour une force du quadri, une norme pour une force des fessiers chez quelqu'un de norme, enfin de lambda et de sain, tu vois, ça serait trop compliqué. Donc voilà, c'était assez intéressant de se dire ok, pas d'overuse, mais on a quand même un déficit de force au niveau du quadri qui est visible au bilan.
Moi, je pense que de manière assez généraliste, on peut utiliser un cut-off de 10% entre la jambe pathologique et la jambe saine. Ouais, sachant ça a que des limites, on est d'accord. ouais, sachant que non, mais 10% c'est intéressant, sachant quand même que on sait que sur ce genre de pathologie, l'autre côté va être touché aussi. Donc en fait, le 10% est sans doute un petit peu minoré Bien sûr. par rapport à ce que ça peut être. C'est pour ça que Bien ça peut 10% ça peut sembler un peu faiblard pour Ouais, les je suis gens. d'accord. Mais en fait, si les deux baissent, ça veut dire que peut-être qu'on a baissé de 20%. C'est clair. Donc ultra intéressant pour cette deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'était un déficit de mobilité pur. Pas de déficit de force associé, pas d'overuse, mais un déficit de mobilité qui soit au niveau de la cheville, au niveau de la hanche, au niveau du genou. Ok, donc rotation fémoro-tibiale, flexion antérieure de cheville forcément. Donc Et pas forcément fémoro-patellaire. pas forcément fémoro-patellaire. Qui est difficile à évaluer d'ailleurs. Et tout ça, Ah oui. ça peut avoir différentes causes. Enfin, oui, causes entre guillemets. Ça peut être une raideur tissulaire propre, par exemple sur de la flexion dorsale de cheville. Ça peut être vraiment solaire gastroc qui sont raides, ou ça peut être une problématique plutôt articulaire au niveau de la cheville un peu bloquée, mais pas forcément de problématique tissulaire. Et ça, on va devoir aller nous dans notre bilan essayer de rechercher quelle est la cause de ce déficit de mobilité. Est-ce qu'on est sur une cause musculaire? Est-ce qu'on est sur une cause articulaire? Et là, avec de l'essai-erreur, on va rapidement pouvoir s'en rendre compte. Encore une fois, sur ces catégories déficit de mobilité, on va pouvoir utiliser la modification de symptômes pour savoir si c'est vraiment ça ou pas. Tout simplement, mon patient, je lui fais faire un squat, par exemple. Il a mal, j'ai observé un déficit de mobilité au niveau de sa flexion de cheville, je vais chercher à lui refaire gagner sa mobilité de flexion de cheville avec du rouleau de massage par exemple au niveau tissulaire ou de la mobilisation talocrurale si on est sur du problème articulaire, et instantanément après je vais observer est-ce que j'ai regagné de l'amplitude et est-ce que le fait d'avoir regagné cette amplitude j'ai moins de douleur. Donc ça va être ultra intéressant aussi pour orienter notre bilan. Et enfin, la dernière catégorie, c'était une catégorie où il n'y avait pas de déficit de force, pas de déficit d'amplitude, pas d'overuse, mais où on avait un problème au niveau du contrôle moteur et notamment avec un valgus dynamique très important. Donc lui, c'était ça la quatrième catégorie. Et c'est vrai que le valgus dynamique, c'est quelque chose qui est très, enfin je sais pas, c'est un peu le grand méchant loup sur le genou. On veut absolument pas qu'il y ait de valgus dynamique, faut à tout prix l'éviter, etc. Je nuancerai un petit peu, moi, sur le valgus dynamique, ce qui va me déranger, c'est plutôt lorsque le patient, il contrôle pas son valgus dynamique. On voit qu'il y a aucun contrôle, soit au niveau de la voûte plantaire, son pied il s'affaisse complètement et il est incapable de limiter ça, soit il y a une bascule, enfin une chute du bassin, une hanche qui vient en rotation interne et en adduction, et du coup ça engendre un valgus dynamique. Ouais, totalement Qu'est-ce que d'accord. vous en pensez vous de ça? Moi, je sais que d'un point de vue statique, tu vois, vraiment sans mouvement, le fait d'avoir un angle Q là, plus important, c'est pas pareil sur l'étude de Neal là dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un facteur de risque de développer un SFP. Mais évidemment, s'il n'y a pas de contrôle, de toute façon, pour moi, sur tout le corps, tout ce qui n'a pas de contrôle, c'est problématique. Parce que ça veut dire que tu vas dans une angulation où tu sais pas te situer, ton cerveau il sait pas où t'es, et du coup il est pas capable de créer de la force et de la stabilité. Donc pour moi, d'un point de vue théorique, c'est problématique. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Et j'aime bien la façon dont tu classifies parce que au final, ça te permet d'avoir des guidelines rééducatives qui sont différentes en fonction de la sous-catégorie. Et c'est pas, ouais, j'ai un SFP, vas-y, bas les steaks, je fais renfo quadri, renfo fessier et travail du valgus. Bah non, en fait, si c'est la première catégorie, le travail du valgus, ça va servir à rien. Si c'est la dernière catégorie, vraiment, le travail du renfo, du quadri pur et dur, bah ça va pas servir à grand chose non plus. Pour moi, c'est justement, ce que tu dis, c'est une des justifications, en fait, de ce si important taux de douleur résiduelle. C'est que peut-être le traitement qu'on proposait à tout le monde de manière assez spécifique, généraliste, il n'était pas du tout spécifique. Et du coup, bah, forcément, on réglait pas vraiment la problématique du patient. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est ultra intéressant cet avis d'expert qui a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce syndrome-là. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et franchement, ce genre de papier, ça simplifie les choses. Après, toujours, on aime bien donner des limites. Quand on met les patients dans des cases, c'est aussi dangereux parce que du coup, on a tendance à oublier les autres cases. Or là, quand on met un patient, par exemple, dans la dernière catégorie, le valgus, ok, très bien. Déjà, en effet, allons checker le valgus et allons voir
si ce valgus est contrôlé ou pas. Là-dessus, je te rejoins, mais à 1000%. S'il est contrôlé, ce valgus, en fait, regardez tous les sportifs, que ce soit en NBA ou au foot ou peu importe, il y a plein de valgus dynamiques qui permettent la performance. Ah bien évidemment. Donc, en fait, si on s'amuse à éviter tous les valgus, Avec des cow-boys après. Ben, c'est ça. Et à part Lucky Luke, franchement, il n'y a pas grand monde qui est stylé comme ça. Bref. Non, toujours est-il que des fois c'est à viser de la perf, et si ce valgus Bien est sûr. contrôlé, bon ben voilà, gardons-le. La deuxième chose, c'est que si on a quelqu'un avec un valgus qui n'est pas contrôlé pour le coup, ben on va travailler là-dessus, mais on va aussi travailler en renforçant ses fessiers. Ça, c'est certain. Mais de toute manière, le valgus dynamique, pour moi, il a deux causes. C'est à la fois une faiblesse au niveau du fessier, soit au niveau du pied. Il va juste falloir déterminer laquelle des deux est la principale. Et après, on va aller cibler notre renforcement musculaire spécifiquement sur la zone déficitaire, donc soit les fessiers, soit le pied, en effet. Et du coup, on va passer, pour retravailler le contrôle du valgus dynamique, par du renforcement musculaire, de l'activation musculaire au niveau plutôt distal. Ouais. Et tout à l'heure, on disait qui de la poule ou de l'œuf. Là, je reviens sur ce problème-là. En fait, les 4 catégories, des fois, elles sont entremêlées. On sait pas trop. Donc, du coup, on peut parler de raisonnement clinique à ce moment-là en se disant, OK, je pars sur une hypothèse que je privilégie, genre catégorie 2. OK. Si on oublie les 3 autres, ben là, je pense qu'on fait fausse route. Il faut toujours garder un petit peu un œil critique sur ce qu'on est en train de faire pour remettre en question nos propres hypothèses et donc remettre en question notre rééducation. Exactement. Et donc du coup, si on met l'hypothèse 1 et du coup ma rééducation là-dessus, je vais mettre potentiellement 70% et 10% sur le reste, quoi. C'est exactement ce que j'image dans la formation, justement, sur le genou non traumatique qui prend ce syndrome fémoro-patellaire, où je parle de vase communicant, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est mon patient, il est en face de moi. Possiblement, il a les 4 problèmes, et en fonction de mon anamnèse, de mon bilan, il va y avoir des vases qui vont être plus ou moins remplis, et le vase le plus rempli, ça va être mon principal axe de traitement, il va être en fonction de ce vase-là, et après je vais regarder les autres. Ok, mais il y a quand même un déficit de mobilité, je vais lui donner une petite routine à la faire à la maison pour traiter ce déficit-là. On n'a pas du tout de déficit de force, ok, par contre on a une grosse faiblesse au niveau du valgus dynamique, un gros valgus dynamique qui est pas contrôlé, je vais lui renforcer les fessiers et peut-être voir son pied ce que ça donne. Je vais rééquilibrer tout ça, et de toute manière, dans une fin de prise en charge, je vais forcément aller faire du renforcement musculaire, je vais forcément aller renforcer son quadriceps parce que c'est préventif pour d'autres pathologies aussi. Complètement. Et quand on sait aussi que ça joue principalement en modulation de la douleur, en fait, même s'il n'y a pas de déficit musculaire, j'aurais tort de me priver de ça, quoi. C'est clair. Donc voilà. Est-ce que t'as d'autres tips, d'autres méthodes si les gens ont mal? En fait, ce qu'on va chercher à faire en premier, c'est de la modification de symptômes. Pour faire de la modification de symptômes, on a des techniques d'activation musculaire au niveau local, au niveau quadriceps. On a des techniques de manipulation au niveau local, au niveau fémoro-tibial par exemple. On va pouvoir voir ce que ça donne. Manipulation au niveau de la cheville, de la hanche, peu importe. On va aussi pouvoir utiliser des techniques adjuvantes. Une des techniques, les techniques adjuvantes qui ont été testées sur le syndrome fémoro-patellaire, c'était l'attelle, l'orthèse là. Ouais, orthèse. La genouillère, quoi. La genouillère, exactement, voilà. Avec un petit trou. Ouais, parce que surtout, ne mettez pas d'attelle. Ouais, pas d'attelle rigide. Attelle rigide. Ouais, non. À 0 degré. Ouais, ça, c'est pour un SFP, c'est interdit. Non, les termes anglais, c'est pas les mêmes que. Ouais. Non, c'est la genouillère avec. Genouillère. Genouillère. J'ai mal à mon genou. Et un autre adjuvant qui J'espère que vous connaissez la rêve de François Damiens, c'est quand même quand il fait du bien ski. Bien sûr. Il tombe, j'ai mal à mon genou. Tu connais ça, JP? Là, ça le fait. C'est exceptionnel, ça. Mec, tu parles au fan numéro 1 De François Damiens? de François Damiens. Ouais, parfait. Je crois qu'au monde, je suis le numéro Tu préfères 1. Zizou ou François Damiens? Arrête, me pose pas des questions pareilles. Je peux l'imiter? Non, ce serait C'est excessivement énervant de me demander des choses comme ça. Du coup, genouillère. Du coup, les adjuvants genouillère, le tape. Quelle couleur? Ça dépend. Pour Octobre Rose. Pour Movember. J'ai eu peur. November, bleu. Ok. Et sinon, on le met noir ou rouge. Ça dépend de la Et préférence du patient. si on est inclusif? Va falloir trouver un tape multicolore, mais je crois pas que ça existe.
Ah, je pense que ça doit exister. Non, je crois pas. Et donc, genouillère, tape, orthèse au niveau du pied. C'est intéressant juste en modification de symptômes. Donc, orthèse au niveau du pied, on parle de semelle, ok, mais ça doit durer que 6 semaines. Ah, ça, c'est pas un truc de ouf, les patients qui ont tous des semelles pour Ouais. les SFP direct, Ouais. avant même d'avoir fait des séances de kiné. Ouais, non, Ben, et il y a une méthode, moi personnellement, je trouve pas ça ouf dans le sens où c'est un adjuvant. Non, mais est-ce que c'est la logique des choses? Moi, à partir du moment où mon patient a moins de douleur, allons-y. Non, mais est-ce que Non, c'est mais la Le logique? seul truc, le seul c'est truc. le discours le problème. Est-ce que Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, est-ce que c'est d'abord la semelle et après kiné? Non. Non, mais je comprends les médecins qui mettent toutes leurs chances de leur côté dès le début. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème, c'est que la En kiné, fait, la kiné, elle va créer de l'adaptation. Ouais. Et la semelle, au bout d'un moment, elle va être obsolète. Non, mais si tu parles à des potos du sport, j'en côtoie beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en côtoie une particulièrement avec qui je travaille. je travaille beaucoup, plutôt. Elle t'explique que son but, c'est que le patient se passe de ses semelles Non, mais je sais, je suis le plus vite complètement possible, d'accord. tu vois. Mais est-ce que la kiné n'est pas trop adaptative pour le temps pense pas, que hein. la semelle serait intéressante, tu vois? Je sais pas. Les études montrent que, ouais, sur 6 semaines, ça marche. C'est ça, c'est Modulation de la douleur. 6 Allons-y. semaines. Par contre, il y en a, ils te disent, ils arrivent, moi j'ai des semelles depuis 2 ans. Non, ça, Alors, ça pose problème. Bon. Ça, Non, mais ça c'est pose les mêmes problème. semelles en plus. Et voilà. Et le deuxième truc qui pose problème, c'est en effet quand on passe par les semelles, et puis après, on verra si on fait de la kiné. Oui, voilà. Ah non, là, c'est dommage de... C'est ça que je voulais dire. Ok. Dans ce cas-là, non, je suis d'accord. Il faut combiner les effets des deux. C'est complémentaire. Allons-y. Très bien. Et le tape? Donc tape c'est intéressant hein, comme le en fait ça va venir faire on ne sait pas en fait ce que ça va venir faire non mais vraiment C'est on vrai sait qu'on pas sait on pas n'en trop. sait rien on n'en sait fichtrement rien mais on constate quand même une amélioration d'un point de vue symptomatique pour le patient et nous ce qu'on veut comme Il y a tu pas l'as mal dit, d'études là-dessus en plus. c'est Hein. qu'il est moins mal. Mais oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est Et que... surtout sur le SFP. Et- Surtout sur le SFP. Et c'est ça qui est Après, dingue. En fait, alors- on n'en sait pas grand-chose sur le SFP. Par contre, on sait que le tape, ça marche. Il faut être vigilant par rapport au tape. Il y a des montages spéciaux. Je crois que c'est le montage de McConnell ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Alors, McConnell, c'est avec du tape rigide. Exactement. Ouais. C'est McGonagall. Est-ce Non. qu'elle a un petit chapeau Non. baguette magique? Non, moi non plus. Putain, mais les gars, vous avez pas regardé Harry Potter ou quoi? Non, désolé. Oh là là, c'est la prof principale dans Harry Potter, McGonagall. Très fort. Bon, bah, Ok, elle ok. fait des tapes au niveau du genou. pas bien entouré. Et donc, du coup, ça c'est du tape rigide, type strapal. Ouais. Mais il y a, Très pénible. bah, après, c'est comme une attelle de genou. Enfin, Ouais, ça doit tirer c'est les comme une poils. genouillère. Ouais, ça tire les poils. Mais après, tous les patients ne sont pas aussi velus que moi. mec. Ouais. Ça va. Et sinon, t'as le tape classique qu'on a plus l'habitude, tape coloré. Le McConnell, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on pensait vraiment qu'on allait réaxer La la rotule. rotule. Or, ça, c'est faux, archi En faux. vrai, il y ça a a été. plein d'explications derrière. Déjà, il y a l'effet contextuel, Exactement. le fait de rajouter quelque chose, le patient Bien se sûr. dit, c'est stylé. Le sensitif. Deuxièmement, il y a le sensitif et proprioceptif. Après, combien de temps ça dure, c'est difficile de savoir. Et potentiellement un léger effet mécanique, tu vois, lié surtout à ce truc proprioceptif. Fascia aussi, peut-être. Voilà, c'est tout, quoi. Après, en vrai, moi souvent ce que je me dis, c'est en vrai que je sache d'où ça vient. Moi, je m'en fous royal. Ouais, Ce que je constate, c'est que le patient il va mieux. Le fait qu'il ait un peu moins de douleur, ça me permet de faire des exercices de renforcement musculaire. Exactement. Ce qui est Et c'est important, tout. c'est la manière dont tu le vends, en fait. Exactement. Il faut pas se dire, ok, bon, je sais que ça fonctionne bien, mais on sait pas trop pourquoi. Du coup, je vais dire au patient, bah, on sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Parce que si tu le vends comme ça, en fait, le patient va se dire, bon, ok, lui, il me met un truc, il sait même pas à quoi ça sert. Exactement. Il faut quand même être positif dans la façon dont on l'amène au patient, parce que si tu mets un truc et que tu dis que c'est naze, bah, vaut mieux pas le mettre. Par contre, si tu mets un truc et que tu dis que c'est magique, ouais, c'est trop stylé, machin, le patient il va avoir du mal à s'en séparer après. Donc, faut doser la façon dont on l'explique, mais en étant totalement humble et en étant objectif, je pense qu'on peut réussir à donner les bonnes vertus du tape au patient sans abuser. Comment tu fais toi justement pour le vendre? Alors moi, je leur dis que ça va aider à diminuer la sensation douloureuse potentiellement sur les exercices et que le plus important, c'est les exercices. Donc si on peut mieux faire passer la pilule, c'est cool, mais que c'est juste quelque chose qui va nous suppléer pendant maximum 3-4 semaines sur l'épaule. Ok. Vraiment max là-dessus. Et bonne façon. ça va nous permettre de limiter la douleur. En gros, c'est un mini pansement. Je le vends comme un pansement. Je dis c'est intéressant, sinon je te le mettrai pas. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas ça qui va te soigner. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le coût par rapport au bénéfice. En vrai, ça coûte rien un tape. Exactement. C'est vite fait à faire. Vous perdez pas trop de temps. Là, si on commence à ramener des machines, etc., qui n'ont pas forcément d'effet, qui coûtent 10 000 balles, là, on
Non, sur c'est une stylé terrible. en plus parce que les gens vont voir Nadal. Ah non, pas trop Nadal, mais Nadal, à une époque, en mettait beaucoup. Donc Ok. ils disent, vas-y, j'ai les mêmes choses que Rafa. Nadal. Ça Ça a moins la cote maintenant, je trouve. c'est vrai. Je sais pas. Un petit peu moins, quand même. Ah, c'est passé derrière les Ventous quand même. Ah ouais. Ah, les Ventous, c'est normal. Il y a KB Noévé qui fait des Ventous, mec. Aïe. C'est vrai, Karim. les Ventous, c'est la. c'est la Karim, mode, j'espère que tu nous regardes, mec. Ouais, c'est la mode Je de suis- Karim. Pas sûr. T'es pas sûr qu'il nous regarde? Détrompe-toi, mec. Ok. J'ai pas assez confiance en training thérapie, moi. Mais en tout cas, moi, il y a un truc que je dis tout le temps à BP Sport lors des formations, c'est que pour n'importe quel adjuvant passif et n'importe quelle méthode passive d'ailleurs, c'est toujours le passif au service de l'actif. C'est ça, Toujours. totalement. hein. Exactement. C'est-à-dire que les exercices, c'est le traitement de choix. La remise en charge progressive, c'est le traitement de choix. Il faut y aller. Et tout ce qui va être passif à côté va nous aider à faire ça au mieux. Exactement. Magnifique. C'est une belle Je conclusion, pense ça. que là, on est sur la conclusion. On est sur une belle conclusion. SFP. Du coup, au final, le SFP, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de Non. bien le bilanter. Un bon diagnostic d'exclusion des autres pathologies, une bonne classification, une bonne évaluation des différentes fonctions autour du genou, et puis après quelques adjuvants pour débuter la rééducation, et puis après c'est de la remise en charge progressive. Carré. Si jamais vous voulez aller plus loin, Simon, il a fait une formation qui est totalement dédiée aux genoux non traumatiques. Donc en réalité, ça exclut les croisés, mais c'est important parce qu'au cabinet, vous n'avez pas que des croisés. Ce serait pénible, je pense. SFP, tendinopathie, pas de doigt, arthrose. Donc c'est une formation Ça, quoi. vraiment axée Bandelette. là-dessus. Et malheureusement, il y en a très peu. Pas de Ouais. ménisque non traumatique. Ouais. Ménisque non traumatique, il y en Génératif. a un petit peu. Il y en a, mais il y en a beaucoup même. Ouais, Ah, on en fera non, peut-être mais- un épisode de podcast pourra, futur, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le ménisque dégénératif. Bref, si vous voulez vous former là-dessus, on vous met le lien dans la description du podcast, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. N'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles en review. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez apprécié l'épisode. Vous nous envoyez un petit message directement sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à partager l'épisode dans votre story pour inciter vos potes kinés à aller écouter ce genre de contenu qui est quand même qualitatif et qui vous apprend pas mal de choses. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chez nous. Vous savez qu'on est très productif à ce sujet. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. Merci les gars pour cette discussion. Merci Simon pour ce magnifique laïus sur le syndrome fémoro-patellaire. C'était très intéressant. Salut tout le monde. À tato.